Bonjour à tous. Je vous partage ce soir le cas numéro 21 contenu dans l'ouvrage Le triomphe de la vie, et c'est un message très particulier parce qu'en effet, il a servi de preuve dans le cadre d'un procès. Et c'est sur la base de ce message que le juge a décidé d'absoudre l'accusé. Ça paraît tellement incroyable en France que je me suis demandé si une telle situation pourrait arriver dans notre pays. Je vous invite donc à rester à la fin du message et je partagerai avec vous les questionnements qui ont été les miens. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous croyez qu'un tel fait pourrait arriver en France ou si c'est hautement improbable. Nous commençons comme d'habitude, pour ceux qui ne le connaissent pas, par une présentation de Chico Xavier. Et comme toujours, cette vidéo est chapitrée, donc pour ceux qui le connaissent, vous pouvez passer directement à la deuxième partie. Francisco Cândido Xavier, dit Chico Xavier, est le plus grand médium du XXe siècle. Mais bien plus que ça, il fut un exemple vivant d'humilité, de charité, de don de soi, d'aide à son prochain. Il s'impliquait dans la charité auprès des nécessiteux et grâce à sa médiumnité, il transmit des milliers de messages apportant ainsi apaisement, réconfort à des milliers de familles endeuillées. Il a également psychographié 412 ouvrages qui se sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires pour lesquels il n'a jamais accepté le moindre centime. Tous les droits d'auteur ont été reversés en totalité à des œuvres de charité. Chico a toujours vécu très modestement jusqu'à la fin de sa vie. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos décrivant la vie de cet homme merveilleux. Ce que je souhaite ici, c'est partager avec vous quelques-uns des messages qu'il a transmis, notamment ceux contenus dans le livre A Vida Triumpha, Le triomphe de la vie, de Paulo Rossi Severino Nobre. Dans cet ouvrage, il y a 45 messages reçus par le médium Francisco Cândido Xavier qui furent analysés scientifiquement. On peut voir à la fin de chaque message tous les signes d'identification contenus dans celui-ci, nom, prénom, circonstances, lieu, date et faits dont certains sont même quelquefois inconnus de la famille du défunt et qui se vérifient par la suite. Je trouve que ces messages sont une véritable source d'espoir pour tous ceux qui ont perdu un être cher, et à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un enfant. Voilà pourquoi je souhaite les partager avec vous. Chico Xavier disait « Il y a un sentiment plus fort que la perte d'un enfant, c'est la certitude de savoir qu'il vit toujours. » Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Le triomphe de la vie. Cas numéro 21. Nom Mauricio Garcés Henrique. Âge 15 ans. Cause du décès accident avec une arme à feu. Né à Goiânia le 19 décembre 1960, Mauricio est le fils de José Henrique et de Dejanira Garcés Henrique. Il commença sa scolarité dans le collège Padre Donizete, puis fréquenta ensuite le SECS de Campinas, l'Institut Lucio de Campinas, le collège d'État Assis-Chateaubriand, puis termina ses études secondaires dans le collège Castelo Branco en décembre 1975. Le 8 mai 1976, jour de sa désincarnation, il préparait le concours d'admission au collège Carlos Chagas. C'était un jeune homme extrêmement affectif, joyeux et sain. Il était charitable et avait une profonde compréhension de l'égalité humaine. Voici les faits. Mauricio Garcés Henrique, âgé de 15 ans, comptait parmi ses amis un jeune homme de 18 ans, José Divino Nunes. Ils habitaient dans la ville de Goiânia, à Campinas, à proximité de la capitale Goiás, et appartenaient tous les deux à des familles notoires de cette région. Un samedi de mai 1976, dans la matinée, un tir accidentel toucha Mauricio alors que c'est son ami, José Divino, qui tenait l'arme dans sa main. Transporté à l'hôpital, Mauricio s'y désincarna. Affligé,
ses parents se rendirent à Uberaba pour recevoir l'assistance spirituelle de Chico Xavier au groupe spirit de la prière. Là, inopinément, un message de Mauricio fut adressé à ses parents. Le message fut publié intégralement dans une édition de la Folla et Spirita et exclut une quelconque responsabilité de José Divino. La justice prononce une absolution sur la base d'un document de l'au-delà. Le procès pour meurtre suivit son cours normal, jusqu'au moment où le juge devait rendre sa décision finale. Celui-ci, après avoir pris connaissance du message annexé, a absous l'accusé pratiquement 2 ans après le décès de Mauricio Garcés Enrique. Il n'existe pas de précédent dans toute l'histoire judiciaire. C'est cependant le genre de décision qui ouvre de nouveaux horizons pour un futur proche, dans lequel les circonstances seront évaluées non seulement en tenant compte des faits contenus dans l'affaire, mais aussi d'autres observations intéressantes pour la connaissance de la vérité réelle placée au-dessus de la vérité formelle. Orlando Criscuolo, un journaliste du Diarios Asociados qui a couvert l'événement, rapporta un fait qui renforce la décision du juge et sa décision d'accepter la lettre psychographiée comme une preuve essentielle. Nous retranscrivons ici un extrait du reportage d'Orlando Criscuolo qui démontre la haute estime avec laquelle Chico Xavier est considéré et la valeur de preuve que peut avoir un document, comme celui d'un message de l'au-delà adressé par un fils à ses parents. Le journaliste écrit: à ses côtés, contrastant avec l'ambiance de respect qui se reflétait dans tous les visages des personnes qui surpeuplaient la petite salle où nous nous trouvions, je n'arrivais pas à dissimuler un sourire malicieux qui jaillissait. J'étais le journaliste qui essaie, par des moyens peu honnêtes, de dénoncer publiquement une farce ou une grossière mystification déjà acceptée par une foule innombrable comme étant une vérité incontestable. Francisco Cândido Xavier mit la fausse lettre sur la table, couvrit ses yeux fermés avec sa main gauche, et alors que les doigts de sa main droite se crispaient sur le stylo, ses lèvres prononcèrent une phrase que le stylo avait écrite sur le papier: « Que Dieu te pardonne, mon fils. » Tous les regards se tournèrent vers moi. Il prit la fausse lettre et la plaça entre mes mains ouvertes avec la sérénité que seuls les saints peuvent avoir, et dit: « Pour ce mal, il n'y a qu'un seul remède, la vérité. » Je n'ai pas été capable d'écrire une seule ligne sur cette rencontre. Pour la première et unique fois de ma vie, j'ai eu peur. Le juge de la 6e chambre criminelle, Orimar de Bastos, considéra que le délit n'était encadré par aucune des sanctions du code pénal brésilien parce que l'acte commis, selon l'analyse présentée, n'avait en aucun cas été prémédité. Le juge envoya le procès-verbal de l'affaire à la Cour suprême de l'État pour un examen plus détaillé. D'après l'opinion des experts, le samedi matin du 8 mai 1976, les 2 amis se trouvaient dans la maison de José Divino à Campinas. Ils discutaient quand la victime sortit le revolver de la mallette du père de l'accusé. Mauricio enleva les balles et appuya 2 fois sur la gâchette en direction de son ami pour jouer. Le garçon lui demanda de laisser l'arme en la lui prenant des mains. Mauricio alla à la cuisine chercher des cigarettes pendant que José Divino est resté avec le revolver. Puis José s'est dirigé vers un poste de radio qui se trouvait sur la commode, juste à côté de la porte donnant sur la cuisine. La porte était ouverte, empêchant de voir à l'intérieur. En changeant la station de radio, il pressa instinctivement sur la gâchette, provoquant le tir. À cet instant, il entendit Mauricio crier et se dirigea vers lui. La victime s'effondra et José comprit alors qu'il avait été touché. C'était la première fois qu'il tenait une arme à feu. Il avait tiré une seule fois. L'avocat José Cândido da Silva cita Nelson Hungria dans sa déclaration finale. Dans le droit pénal moderne, c'est le motif qui détermine la culpabilité. Il n'y a pas de crime gratuit ou sans motivation,
et c'est dans le motif que réside la signification même du crime. L'avocat déclara que l'intention criminelle n'avait pas été prouvée. Au contraire, les évidences démontraient que l'accusé n'avait aucune raison de tuer son ami. Ils étaient proches et se considéraient comme des frères. Il n'y avait pas de témoins et, selon les experts, il n'existait aucune contradiction entre son témoignage et les données expertisées. Le juge Orimar de Bastos déclara dans sa sentence que nous devons donner de la crédibilité au message psychographié par Francisco Cândido Xavier, annexé au dossier, dans lequel la victime relate les faits et l'absence de culpabilité de l'accusé. Ce récit concorde avec les déclarations faites par José Divino lors de son interrogatoire. Le message. Chère maman, mon cher papa, chère Maria-Josée et chère Nadia, je prie pour que nous recevions la bénédiction de Dieu. Je ne peux pas écrire longtemps. Je suis venue jusqu'ici avec grand-père Enrique pour vous demander résignation et courage. Nous devons toujours garder Dieu en mémoire lorsque surviennent les événements de la vie. Je ne sais pas très bien comment m'exprimer à propos de tout cela. J'apprends à vivre ici, bien que je sache déjà que c'est d'ici même que je suis venue pour naître parmi vous, sur terre. Je vous demande de ne pas vous remémorer mon retour ici par de tristes pensées. Ni José Divino, ni personne n'est coupable de ma situation. Nous nous amusions avec l'arme, et soudain, le tir m'a touché sans que ce fût la faute de mon ami ou la mienne. Vous connaissez le résultat. Hospitalisation en urgence et désincarnation. Si quelqu'un doit demander pardon, c'est moi, parce que je n'aurais pas dû me mettre à jouer au lieu d'étudier. Cependant, mon grand-père et d'autres amis sont venus à mon secours et j'ai été amenée à Annapolis pour être soignée par une infirmière qui dit être la sœur Teresona, une amie des enfants qui dirige une école de foi et d'amour au prochain. J'ai appris qu'elle connaît grand-père et notre famille. C'est une bienfaitrice que je dois remercier et mentionner. Pour le reste, je prie Nadia et Maria-Josée, mes chères sœurs, de ne pas se lamenter ni d'avoir de rancune envers personne. Je suis vivant, avec une forte volonté de m'améliorer. Chers parents, tout s'est produit pour notre bien. Et je crois qu'il aurait été pire pour moi de m'être aventurée sur la voie des drogues desquelles peu de jeunes gens arrivent à sortir indemnes. Je suis nostalgique, mais j'envisage la situation avec foi en Dieu et avec la certitude d'un avenir meilleur. Cher papa et chère maman, chère Nadia et chère Maria-Josée, et tous les nôtres, recevez l'accolade pleine de tendresse et de respect de votre fils qui vous demande pardon pour les mésaventures survenues. Je vous promets de m'améliorer pour vous rendre aussi heureux que possible. Je reste votre fils et votre frère, nostalgique et reconnaissant. Mauricio Garcés Enrique. Message de Mauricio Garcés Enrique, reçu par le médium Francisco Cândido Xavier lors d'une réunion publique le 5 mai 1978 dans la ville d'Uberaba. Commentaires et signes d'identification. 1. Nadia Conceição Enrique et Maria-Josée Enrique sont les sœurs de Mauricio. 2. Apolinario Enrique est le grand-père paternel de Mauricio, déjà désincarné. 3. José Divino Nunes, ami impliqué dans l'accident. 4. Maria Teresa de Jésus a fondé à Annapolis le pèlerinage de São Bom Jésus d'Alapa en 1931. Selon les informations recueillies par le grand-père maternel de Mauricio, M. Humberto Batista, qui a personnellement rencontré Teresona, elle se consacrait à aider les enfants. Donc, comme je vous le disais au début de cette vidéo, je me suis vraiment posé la question de savoir si une telle situation pourrait se reproduire en France ou pas. J'ai donc fait quelques recherches.
J'ai voulu savoir si une lettre provenant de l'au-delà pourrait être considérée comme une preuve recevable dans une affaire pénale. Il en est ressorti qu'un message de l'au-delà est une preuve qui, par nature, est considérée comme étant subjective. Or, dans le système judiciaire français, les preuves doivent être vérifiables et avoir une source identifiable. Alors, dans le message que je viens de vous partager, il n'est pas fait mention de la signature. Cependant, il existe d'autres cas de messages psychographiés par Chico Xavier qui ont été acceptés comme preuve dans des affaires pénales et pour lesquels la signature qui apparaissait sur le message était la même que celle que l'esprit avait de son vivant. Et grâce à une expertise graphologique, la signature a pu être authentifiée. J'ai donc posé la question suivante à ChatGPT. Et si l'origine est prouvée par l'expertise d'un graphologue expert et que cette expertise démontre qu'il s'agit bien de la personne défunte, est-ce que ça change quelque chose? Voici sa réponse. Si une lettre provenant d'une personne défunte est accompagnée d'une signature que l'on prétend être authentique et qu'un graphologue expert atteste de son origine, en confirmant que la signature correspond à celle de la personne décédée, alors cela pourrait compliquer la question de l'acceptation de ce message comme preuve en droit pénal. Donc ça, c'est un premier point. Mais même si un expert certifie que la signature est bien celle de la personne décédée, ça n'apporte cependant aucune preuve de l'origine véritable du message. J'ai donc posé à ChatGPT la question suivante. Pourquoi, en France, des messages reçus de l'au-delà ne pourraient pas être admis comme preuve dans une affaire pénale, alors que ça fut le cas au Brésil? Voici sa réponse. Il est vrai qu'au Brésil, des messages reçus par des médiums, notamment ceux du célèbre médium Chico Xavier, ont été admis comme éléments de preuve dans certaines affaires judiciaires, y compris des affaires pénales. Cependant, cette approche diffère profondément de celle en vigueur en France et dans de nombreux autres pays, où les règles de procédure pénale sont fondées sur des principes juridiques rigoureux, fondés sur des preuves vérifiables et objectives. En France, même si une expertise graphologique pouvait authentifier la signature d'un défunt, le message lui-même, transmis par un médium, ne pourrait pas être accepté comme une preuve directe en raison de son caractère non vérifiable et subjectif. Les tribunaux français exigent des preuves tangibles et un message médiumnique ne répond pas à cette exigence, même s'il contient des informations apparemment précises. Donc la principale différence réside dans les fondements culturels et juridiques des deux systèmes judiciaires. Le droit pénal français repose sur une approche rationnelle et objective des preuves et favorise des éléments vérifiables, tandis que le Brésil a une approche différente de la preuve en droit pénal. Il accorde parfois plus de place à la subjectivité que le droit français ne le permet, et les influences religieuses et spirituelles sont parfois plus acceptées dans certains domaines du droit. Donc là, on comprend qu'il y a une différence majeure entre le système judiciaire du Brésil et celui de la France. Cependant, j'ai encore demandé à ChatGPT qu'est-ce qui pourrait faire qu'un tribunal français décide de considérer un tel message comme une preuve recevable dans une affaire pénale? Réponse. En droit français, pour qu'un tribunal pénal décide de considérer un message reçu par un médium, notamment si celui-ci contient des informations précises et détaillées sur une affaire pénale comme preuve recevable, plusieurs conditions strictes devraient être remplies. Les éléments contenus dans le message médiumnique devraient être corroborés par des preuves matérielles ou factuelles vérifiables. Si le message reçu par le médium contient des éléments spécifiques, des détails très précis, vérifiables et concordants avec les faits de l'affaire en question, comme des prénoms, des événements, des circonstances qui peuvent être confirmées par d'autres éléments de preuve, alors cela pourrait lui donner plus de crédibilité et le message pourrait alors jouer un rôle d'indice ou d'élément contributif dans l'enquête. D'autre part,
Si un expert judiciaire était chargé de vérifier la crédibilité du médium, par exemple un psychologue, un sociologue, cela pourrait éventuellement légitimer l'admissibilité du message comme élément dans un dossier pénal si cette expertise démontrait que le médium a des antécédents fiables ou des qualifications spécifiques qui permettent de garantir la validité de ces déclarations. Alors évidemment, dans le cas de Chico Xavier, on voit bien que sa vie parle d'elle-même et il ne fait aucun doute sur le fait que ça a joué un énorme rôle dans le fait qu'un message psychographié par lui ait pu être considéré comme preuve admissible dans une affaire pénale. En tout cas, c'est mon interprétation personnelle, ça n'engage que moi. Le contexte est également à prendre en compte. Si, dans un cas particulier, le médium fournit des informations clés qui seraient autrement impossibles à obtenir par des moyens classiques d'enquête, et que celles-ci permettaient de résoudre une zone d'ombre dans une affaire, cela pourrait donner lieu à une nouvelle investigation. À noter qu'en France, ainsi que dans d'autres pays, c'est déjà une pratique qui a lieu dans certains cas. On l'a vu par exemple dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys. La médium Geneviève Delpech a collaboré avec les équipes de police et les informations qu'elle a transmises ont pu être vérifiées. Vous trouverez dans la description un lien vers une vidéo dans laquelle elle témoigne à propos de cette enquête. Donc voilà, je pense que si une telle situation a pu se produire au Brésil, c'est parce que le médium en lui-même est d'une crédibilité exceptionnelle. Chico Xavier était un homme simple, d'une grande humilité, au service des gens sans jamais rien demander ni même accepter en retour. Des milliers et des milliers de messages ont été transmis, tous avec une quantité incroyable de détails plus précis les uns que les autres. Donc il est évident, à mon sens, que ce contexte a énormément joué dans une telle décision. Au final, ce qui ressort de ce message, comme dans tous ceux psychographiés par Chico Xavier d'ailleurs, c'est l'amour. Est-ce que c'est pas merveilleux que Mauricio, depuis l'au-delà, soit venu témoigner en faveur de son meilleur ami, et ce message l'a libéré non seulement du poids de la justice, mais aussi du poids de sa culpabilité. Alors, est-ce qu'une telle situation pourrait se produire un jour en France ? J'ai envie de penser que pourquoi pas, si toutes les conditions, comme au Brésil, pouvaient être réunies, et si c'était la volonté de Dieu, alors, à n'en pas douter, je pense que ça pourrait arriver. Peut-être pas tout de suite, mais qui sait, dans quelques années. Dites-moi ce que vous en pensez.